Souvent, je leur dis dites-moi ce que vous voulez faire, il n'y a pas de limite. Après, je m'en veux un peu d'avoir dit ça, parce que quand ils se lâchent vraiment. Il faut faire comprendre aux gens que c'est pas un enterrement. On va pas enterrer grand-père, on va lui rendre un dernier hommage, lui faire un dernier adieu, proposer aux gens des diaporamas, de la musique, et c'est bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de vraiment personnalisé, qui fait que les gens, en venant, vont dire ah, mais ça lui correspond complètement, quoi. Ah, mais on le retrouve, mais oui, c'est ça, c'est lui. Avoir une belle vitrine, une façade attrayante, il faut donner envie aux gens aussi d'entrer. Oh là là, ça doit être cher chez vous parce que c'est beau et vous proposez plein de choses. Et en réalité, non, au final, ils s'en sortent avec souvent peut-être même moins cher qu'ailleurs. On s'adaptera toujours au budget des familles. C'est pas parce qu'on doit personnaliser que ça doit être plus cher. Essayez de faire quelque chose pour adoucir la peine des gens. C'est ça, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Je suis faite pour ça, en fait. Alors, bienvenue sur la chaîne Messangel. Aujourd'hui, nous sommes chez Florine à Liège, dans l'entreprise L'Autre Rive. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire qu'on est dans un endroit assez sympa pour venir boire le thé. Il y a quelque chose de très agréable et pourtant nous sommes dans une entreprise de pompes funèbres. Alors Florine, bonjour. Bonjour. Est-ce que déjà tu peux te présenter succinctement? Donc moi j'ai 43 ans, je suis conseiller funéraire depuis maintenant 6 ans, un peu plus de 6 ans, et gérante de mon entreprise depuis maintenant 1 an. Je travaille dans le monde du décès depuis plus de 15 ans, mais voilà, c'est ma création d'entreprise est toute récente avec ce nouveau concept. Est-ce que peut-être avant de commencer, tu peux nous rappeler, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de comprendre, tant qu'on n'y est pas confronté, qu'est-ce que les pompes funèbres, c'est quoi en gros les métiers ou les services qu'on y propose, quoi. Alors les pompes funèbres, comme on a l'habitude de connaître, c'est les personnes qui vont, on va rencontrer en premier quand on perd quelqu'un suite à un décès. On appelle les pompes funèbres, et les pompes funèbres sont censées être les personnes qui vont tout gérer, le transport, la cérémonie, l'inhumation, la crémation, les autorisations, les démarches administratives. Nous, les pompes funèbres, on gère tout de A à Z. Les gens ne sont pas forcément au courant parce qu'ils ne sont pas toujours confrontés à ça. Maintenant, il y a des pompes funèbres qui gèrent tout de A à Z de manière assez carrée à l'usine. Et moi, j'essaie d'instaurer du coup la nouvelle pompe funèbre. On reprend l'idée d'accompagner, d'écouter les gens et de vraiment organiser une cérémonie et un hommage pour la personne qui vient de partir, quoi. Donc oui, c'est vrai qu'on prend, enfin, c'est des entreprises qui accueillent des gens dans un temps où on est très fragile, quoi. Oui. Qu'on est vraiment souvent pris de court, c'est pas forcément quelque chose qu'on a prévu, qu'on a peut-être eu envie de prévoir. Ça va être quoi, toi, tes différences que tu apportes vraiment de différenciant par rapport à des entreprises un peu plus classiques? Ici, on va prendre le temps de recevoir les gens. Alors évidemment, souvent, les gens nous appellent en disant voilà, je ne sais pas quoi faire. On vient de perdre papa, maman, un frère, un enfant, enfin, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc on reçoit les gens, on écoute les gens, on leur explique ce qui va se passer, on les rassure. Parce qu'ils sont dans la douleur, parce qu'ils sont dans la peine, parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Eux, ils veulent faire au mieux, mais comment? Donc on prend le temps d'écouter, de recevoir, de proposer des choses. Et puis ça peut durer plusieurs jours. Parce qu'en fait, on va accompagner cette famille-là à partir du moment où ils ont perdu quelqu'un jusqu'au moment où il faut procéder à l'inhumation ou la crémation. Et puis après, moi je parle pour détendre un peu l'atmosphère, je dis aux gens, vous savez, il y a aussi un service après-vente. Donc on n'est pas juste là pour faire un enterrement, on vous reçoit. Moi, je suis à la disposition des familles 24 heures sur 24. C'est difficile, mais voilà, c'est en accord avec ma vie privée. Quand je reçois une famille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'ils ont besoin, ils m'appellent, ils viennent, la boutique est tout le temps ouverte. Donc on prépare, on organise et on rentre dans la famille, quoi, pour qu'on puisse faire l'hommage. Pas le plus parfait parce que ça n'existe pas, mais rendre le plus bel hommage possible à leurs défunts. C'est vrai que sur Messangel, on a vraiment à cœur que les gens comprennent que justement ce temps-là d'hommage, c'est un vrai temps de transition de vie. Il y aura vraiment un avant puis un après. Moi, c'est vrai que je considère souvent que vraiment ce temps de cérémonie, c'est un peu le socle de travail de deuil que les gens vont devoir faire. Comment toi tu perçois l'importance de ce temps-là? C'est vraiment le dernier hommage, le dernier au revoir, la dernière chose qu'on va pouvoir faire pour la personne qu'on a perdue. Donc souvent je leur dis dites-moi ce que vous voulez faire, il n'y a pas de limite.
Après, je m'en veux un peu d'avoir dit ça, parce que quand il se lâche vraiment. Mais il faut faire comprendre aux gens que c'est pas un enterrement. C'est pas, on va pas enterrer grand-père ou on va lui rendre un dernier hommage, lui faire un dernier adieu, quelque chose qui lui correspond. Qu'est-ce que lui, il aurait voulu ? Qu'est-ce que lui, il aurait voulu qu'on fasse pour représenter sa vie ? Parce qu'au fond, la cérémonie, c'est un peu ça. C'est pas juste marquer la fin de la vie. C'est revenir sur tout ce qui s'est passé dans sa vie et rendre un hommage global sur ce qu'il a fait toute sa vie. Donc, proposer aux gens des diaporamas, de la musique, et c'est bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de vraiment personnalisé qui fait que les gens, en venant, vont dire « Ah, mais ça lui correspond complètement, quoi. Ah, mais on le retrouve, mais oui, c'est ça, c'est lui, c'est ça l'important. » Et que c'est pas une question de catalogue, quoi. Moi, c'est vrai que je vois pas mal de pompes funèbres qui ont senti un peu le vent du changement commercial, de dire, un peu comme en événementiel, tiens, j'ai sur mon catalogue maintenant, je peux faire un lâcher de colombe, je peux faire des trucs, et le lâcher de colombe c'est 300 €, un lâcher de ballon à l'hélium c'est 200, etc. Et que finalement, c'est la vraie question. Alors peut-être que les colombes, ça correspond à certaines personnes, mais c'est pas la question. Alors, comment toi, par exemple, tu recueilles les choses qui vont faire que les gens vont dire ouais, ça le représente, tu vois. Il y a tout un travail d'échange avec la famille où on va déjà parler de la personne qui est partie et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie et quelles sont ses passions, qu'est-ce que vous aimiez faire avec lui. Il faut aller chercher en fait les petits détails qui font qu'après on va pouvoir leur proposer quelque chose de personnalisé. Il y a cette importance de savoir percevoir en fait chez les gens ce qu'eux ont besoin de faire, ce qu'ils vont avoir besoin de faire pour pouvoir sortir toute la tristesse et la peine qu'ils ont en eux, tout en allant chercher les choses qui correspondent aux défunts. Donc il y a un vrai travail d'écoute qui peut durer plusieurs jours. C'est pas le jour où je reçois les familles, c'est pas le premier jour que je peux capter tout de suite ce qu'on va faire à la cérémonie. Puis les gens sont quand même dans un temps de douleur et de tristesse, c'est pas évident d'aller chercher. C'est très difficile de poser les bonnes questions. Et trouver le petit truc qui fait que je crois que là j'ai trouvé un truc. Moi, il y a un petit truc qui fonctionne souvent. On demande les passions du défunt et votre papa il aimait quoi et votre maman elle aimait bien quoi, le jardinage, elle aimait la musique, il y a des trucs. Et moi je me prends un tout petit détail et ce petit détail là je vais aller le représenter sur la plaque de cercueil par exemple. Ça c'est un truc. Je fais des plaques de cercueil personnalisées. Les gens vont se rappeler de ça. Ah mais vous avez fait ça, mais on en a parlé et du coup mais oui ça m'a marqué parce que le temps d'échange qu'on a avec eux, ça sert pas à rien. C'est pas juste alors expliquez-moi. C'est pas juste pour se vider, c'est aussi faut pour accueillir. Capter des choses, c'est ça. Et on prend des éléments et ces éléments-là vont faire que on va leur proposer soit un lâcher de colombe, soit autre chose. Mais on ne va pas effectivement leur sortir comme pour les cercueils. Alors tenez, j'ai un catalogue, vous aimez quoi comme couleur? Ça n'a rien à voir, c'est vraiment du ressenti. C'est un milieu où c'est pas évident de faire cohabiter cette notion de service et d'argent, parce que c'est quelque chose de payant, et évidemment c'est pas gratuit. Comment toi tu gères un peu cette question-là par rapport aux familles qui peut-être seraient différents, tu vois? J'imagine qu'il y a peut-être des entreprises qui forcent un peu la main à vendre le cercueil full option, alors que peut-être que les gens ils en ont pas besoin, pour peut-être mettre du budget justement sur des choses un peu plus sensibles, un peu plus sur la personnalisation. Comment toi tu... Moi je vais avoir déjà dans mes devis, parce qu'on fait des devis, j'ai une ligne organisation de cérémonie. Cette ligne-là, elle comprend tout ce qu'on va pouvoir faire. Pour proposer la question financière, faut en parler souvent. Moi j'en parle souvent à la fin. Moi, quand je reçois les gens, on va parler du défunt, de comment il était, de ce qu'il voudrait, de la cérémonie. Et au final, évidemment, à un moment donné, que ça vienne de moi ou que ça vienne d'eux, on va faire un devis parce qu'on a tous les éléments. J'ai réussi à capter à peu près ce qui vous plairait. Donc en fonction de tous ces éléments-là, évidemment, on fait un devis avec toutes les prestations. Est-ce que ça vous convient ou pas? Mais c'est vraiment quelque chose que je ne vais pas passer en priorité. Alors souvent, ça vient des familles plus que de moi d'ailleurs. Mais au fait, on n'a pas choisi le cercueil. Mais au fait, on n'a pas dit combien ça coûte. C'est vraiment pas une priorité. Évidemment, ça doit arriver parce que tout ça, c'est des prestations. Donc, des prestations, rien n'est gratuit. Oui, c'est ça. Mais dans la majorité des cas,
j'ai toujours... on parle de ça après, quoi. Et pour être assez transparent, est-ce que toi, tu penses que globalement, faire quelque chose de très personnalisé, ça coûte forcément un peu plus cher que quand on passe par une entreprise classique, ou alors tu réussis à proposer quelque chose de raisonnable et finalement d'être dans le prix du marché Souvent, les gens arrivent ici en disant oh là là, ça doit être cher chez vous parce que c'est beau et vous proposez plein de choses. Et en réalité, non, au final, ils s'en sortent avec souvent peut-être même moins cher qu'ailleurs, parce que c'est sûr que chacun a son propre budget. On va essayer de s'adapter à ça. Si vous voulez beaucoup de fleurs, on va prendre un cercueil moins cher. Si vous voulez, c'est pas parce qu'on va faire un lâcher de ballons japonais ou je ne sais quoi que ça va être plus cher en fait. Moi, j'ai une ligne à 250 € qui dit voilà, ça c'est l'enveloppe pour la personnalisation de la cérémonie. Et puis en fonction, ce sera plus ou ce sera moins, mais 250 € c'est déjà pas mal quoi. Oui, donc, tu peux faire, on peut faire pas mal de choses avec ça, mais ce sera vraiment en fonction de ce qu'eux ont envie de faire au final quoi. Et on s'adaptera toujours au budget des familles. C'est pas parce qu'on doit personnaliser que ça doit être plus cher. Ça, c'est pas juste. Et souvent, c'est l'idée en fait qui est bonne et pas forcément chère. En fait, c'est pas forcément parce que c'est cher que c'est bien en fait. Moi, je vais proposer des petits mots sur les cercueils, alors soit directement écrits dessus, soit sur des post-it en forme de nuage, en forme de cœur. C'est pas ça qui va faire que c'est plus cher, quoi. Les gens pensent personnalisation, alors effectivement lâcher de colombe ou bien musicien ou des choses comme ça. Alors évidemment, ça c'est une prestation qui va être plus chère, mais moi je me souviens d'avoir vu une pompe funèbre qui avait proposé à la famille la vidéo de la cérémonie. Donc bon, c'est du matériel, c'est appelé un professionnel, mais rajouter 750 € pour filmer la cérémonie, c'est un peu abusé quoi. Donc on s'adapte, après on peut filmer avec mon téléphone portable, puis c'est le sens ce sera de pas le la faire même, quoi. En fait, est-ce que c'est un film qu'on aura envie de revoir après? Oui. Bon, c'est particulier, hein, c'est vraiment quand on a de la famille qui est loin ou quand il y a certaines, chez certaines familles où, voilà, où toute la famille habite loin, où elle n'a pas envie, elle ne peut pas être présente à ce moment-là. Moi je l'avais déjà fait pour des gens où ça avait été un décès très soudain, que la cérémonie devait se faire assez rapidement et tu avais une grosse partie de la famille qui était aux États-Unis. Et du coup, ils ont voulu qu'on filme pour leur envoyer, pour avoir une trace au moins de la cérémonie. Bon, là, ça peut se comprendre. Mais une des premières cérémonies que j'ai fait ici en tant qu'indépendante, la dame voulait qu'on filme la cérémonie de A à Z pour pouvoir le voir plus tard avec les enfants et tout ça. Donc, ok. Moi, j'ai filmé avec mon téléphone et puis on a fait des petits moments, des petites séquences. Et au final, elle m'a dit, c'est sûr que tout filmer, c'était peut-être un petit peu abusé. Enfin, il y a des longueurs. Puis quand on n'est pas dans l'instant, c'est difficile aussi, mais on s'adapte à ce que demande la famille. Si la famille veut ça, ok, on va le faire. Est-ce que vous voulez que ce soit fait par un professionnel? Est-ce que moi, je peux le faire avec mon téléphone? Qu'est-ce qui vous... Voilà. Et je pense sur ça, c'est encore un autre sujet, mais je sais que moi j'avais été très précautionneux à cacher les caméras parce que c'est que quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui filme, même à toi tu es dans l'assistance, souvent tu as envie de pleurer, tu as envie de te moucher, tu as envie d'être seul avec ta peine, tu vois. Et le fait de savoir que tu es filmé, c'est vraiment très intrusif en fait. Donc je pense que ça serait... Culturellement chez nous, c'est compliqué de filmer un enterrement. Hein. Les gens souvent nous disent mais qu'est-ce que vous faites? Moi quand on me l'a demandé, j'étais pas à l'aise du tout. J'étais pas bien. Avec du gros matériel en plus, c'est compliqué. Moi j'avais mis des caméras derrière des rideaux, tu vois, il n'y avait que l'objectif qui était pour essayer d'être très discret. Même tu as plein de gens qui n'ont pas vu qu'on avait filmé, mais moi je savais qu'on filmait et j'étais pas bien pour les gens. C'est intrusif. Pendant le Covid, on a réussi à faire des choses, on expliquait aux gens en fait c'est un live parce qu'il y a de la famille qui est loin et du coup les gens sont en direct. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. La culture française et la mort, c'est très compliqué. Carrément. C'est vrai que je pense qu'aux États-Unis, il y a un côté peut-être un peu plus voyeur. Même en Angleterre, il ne faut pas aller loin. Je connais pas bien. Eux, ils sont super libres sur plein de trucs. Là-bas, on met des cercueils léopards, on fait des trucs, on est beaucoup plus ouvert qu'ici. Hein. Alors, peut-être pour revenir sur ton parcours, alors c'est vrai qu'on n'est pas dans un milieu dit normal, on va dire, avec des guillemets, au sens habituel du terme. Comment toi t'en es venu à intégrer ce secteur-là quoi? Alors le funéraire, en fait ce qui est rigolo c'est que je suis née dedans. En fait mes parents étaient, mon papa travaillait aux pompes funèbres générales. Et puis bon la vie a fait que voilà, je me suis retrouvée fonctionnaire. J'étais fonctionnaire à la mairie d'Orléans. Et puis je suis arrivée au service d'essai cimetière.
Moi, je crois beaucoup aux choses de la vie. Mmh. Mais voilà, je suis arrivée au service des cimetières, ça m'a beaucoup plu. La généalogie, les choses comme ça me plaisait. Et forcément, j'étais en contact avec les croque-morts tous les jours. Et un jour, il y en a un qui m'a fait une proposition en me disant « Mais toi, tu dois passer de l'autre côté. Tu dois venir de notre côté à nous. » Il sentait que c'était pour toi. J'avais vu 2 morts dans ma vie, ma mère et mon beau-père. Donc, je me suis dit « Waouh, c'est un grand pas à sauter. » quoi. Et puis, je suis allée voir. Et puis l'ambiance, et puis l'accueil des familles, c'est ça qui m'a... J'ai dit, mais ouais, c'est ça que je veux faire. Enfin, voilà, je suis faite pour ça, en fait. Recevoir les gens, les écouter, leur proposer des choses. Essayer de faire quelque chose pour adoucir la peine des gens. C'est ça, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Et puis, je suis rentrée dans une entreprise de pompes funèbres familiale, pas un grand groupe. Et puis, au fur et à mesure, en rencontrant toutes ces familles, je me suis dit, mais il faut pouvoir leur proposer quelque chose d'autre. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas à faire leur deuil, il y a des gens qui étaient là par contrainte, il y a des gens qui ont fait énormément de déni. Moi, j'avais envie de leur proposer des choses, quoi. Alors, n'étant pas responsable, les choses que je proposais ne plaisaient pas forcément à ma hiérarchie. Un peu trop avant-gardiste. Et un jour, je me suis dit, il faut le faire, quoi. Donc, j'en ai parlé autour de moi. On a fait des petits sondages un petit peu en disant, mais si on vous proposait ça, est-ce que ça vous plairait? Bah oui, évidemment. Oui, c'est... Ouais, ça a du sens, ouais. Et j'ai vu peut-être 2 ou 3 familles à qui on a réussi à proposer des choses pas extraordinaires, mais juste une personnalisation de cercueil, faire une cérémonie civile en extérieur, où je me suis dit, ouais, c'est ça. Pas pour tout le monde, il y a plein de gens qui veulent du classique, mais à partir du moment où les gens ont besoin de faire autre chose pour aller au-delà du classique et faire leur deuil autrement, voilà, moi je me suis dit, il faut pouvoir proposer ça. Et ta rencontre avec l'autre rive? L'autre rive, c'était... je voulais appeler mon entreprise comme ça. Ok, d'accord. Voilà. Alors, si je crée ma boîte, comment je vais pouvoir l'appeler? Et j'avais envie de parler du passage. J'avais envie qu'il y ait une histoire, une image de... Un peu comme chez les Égyptiens. Oui, c'est ça. Il fallait qu'on aide les gens à accepter ce passage. Un jour, il y a une dame que j'ai accompagnée à la chambre funéraire et qui m'a dit, mais en fait, vous êtes passeuse d'âme. C'est ça. Ouais. Et je me suis dit, ouais, peut-être, je ne sais pas. J'accompagne les défunts. J'accompagne les familles. C'est 2 choses très importantes. Quand je dis aux gens que je reçois, vous inquiétez pas, même si vous n'allez pas voir votre papa tous les jours à la chambre funéraire, moi j'irai le voir tous les jours. Je vais voir comment il va, je lui parle. Enfin, ah bon, vous faites ça? Oui, bien sûr, je fais ça. Ça fait partie. Pour moi, ça fait partie de mon travail. Important, ouais. Et donc le passage de l'autre côté, c'est quelque chose. C'est vraiment l'image qui, pour moi, représente le plus mon métier. Et donc l'autre rive, j'ai cherché sur Internet et je me suis aperçue que ça existait déjà. Donc du coup j'ai appelé. Donc c'était une mauvaise chose et une bonne chose. Ouais, bah oui, parce qu'au départ je me suis dit mince, ça existe déjà, alors je veux pas, voilà. Et puis en regardant leur site internet, je me suis dit mais en plus ça existe déjà, mais c'est vraiment, c'est ce concept-là quoi que je veux atteindre. Et donc j'ai appelé. Et puis ça a matché tout de suite parce qu'on était dans la même optique quoi. Non pas tout ce côté mercantile et nous on vend des beaux cercueils et nous on a des beaux magasins. C'était vraiment les familles, l'écoute, l'humain. Et puis, oui, évidemment, on a des cercueils, et oui, évidemment, mais on fait des cérémonies. C'est presque secondaire, quoi. C'est ça. Moi, des fois, les familles ressortent et je me dis, mince, je ne leur ai pas vendu le cercueil, en fait. On a oublié. On est parti sur tellement autre chose et la cérémonie et tout ça, qu'au final, je suis obligée de les rappeler en disant, j'ai juste oublié un petit détail important. Mais voilà, on en rit. On peut dire, mais les familles reviennent, oui, ben, vous nous avez tellement compris, vous savez ce qu'il faut, on vous fait confiance. Faites au mieux, quoi. Ouais. Mais voilà, d'où l'autre rive, et puis voilà, ce petit magasin qu'on a créé avec... j'avais vraiment ce magasin-là dans ma tête depuis presque 2 ans. Je savais exactement quel meuble allait être mis. Du coup, vous êtes assez libre, parce que c'est pas comme une franchise. Alors, c'est plus une concession. Vous êtes des indépendants, ok. On a tous la même optique, on travaille tous dans le même chemin d'accompagnement. On a 2-3 choses qui sont impératives parce qu'il faut que les gens puissent reconnaître quand même notre rive. Donc le voilier, le côté un peu maison cocooning, ça c'est très important. Mais chaque agence va être assez différente quand même dans l'aménagement général du magasin. Mais l'état d'esprit est le même, quoi. Quand les gens rentrent, ils ne doivent pas se sentir chez eux, mais ils doivent se sentir chez nous. Donc, évidemment, ils arrivent, ils ne sont pas bien, ils sont dans la peine, ils n'ont pas envie de parler.
Ils n'ont certainement pas envie de choisir un cercueil. On s'installe, on se pose, on discute, on boit un café, ça c'est essentiel. Et une fois que les gens sont détendus, là on peut commencer à proposer des choses. Ta relation avec ton père qui était dans ce milieu-là, enfin, je sais pas ton père ou tes parents? Oui, les deux, ouais. Okay. Alors quand j'étais petite, je disais que mon père vendait la mort et que ma mère vendait des fleurs. Ok. C'est ça. Oui, mais c'est assez souvent ça en plus. Oui. Et toi, oui, tu étais un peu impliquée ou alors tu voyais ça de loin? Mais pas du tout, parce qu'en plus, voilà, la vie a fait que j'ai perdu mon papa de bonne heure. Et en fait, quand je me suis retrouvée croque-mort, que j'ai commencé à en parler dans la famille en disant bah voilà, j'ai changé de boulot, en fait maintenant je suis conseiller funéraire et ça me plaît. Il y a une personne que j'aime profondément dans ma famille qui m'a dit mais tu te rends compte que tu fais le même métier que ton papa? Et là, en fait, je me suis dit, mais je m'en étais même pas rendu compte, quoi. Pour moi, c'était quelque chose qui me plaisait. Je m'étais rendu compte que ce métier-là me plaisait. J'ai jamais pensé à mon père et ma mère et à mon enfance. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que du coup, c'est dans le sang ou... Mais parce que vous en parliez pas plus que ça. Parce que, moi, je sais que c'est un métier très engageant. Oui. Qui est très prenant. Ouais, moi, je me souviens, petite, je vivais toute seule avec ma mère qui travaillait encore aux pompes funèbres et qui faisait des astreintes de nuit. Mais je m'en suis souvenue là, quoi, il n'y a pas longtemps. Ça a réveillé des choses en fait que j'avais oubliées. Du coup, je me suis dit, c'est vrai que c'est un métier hyper prenant pour la famille et l'entourage. Donc, avant de créer cette entreprise, j'en ai vraiment parlé à mon mari et mes enfants parce que s'ils n'avaient pas été d'accord, c'était pas possible. Je sais qu'ils ne reprendront pas la relève, c'est pas quelque chose qui les intéresse, mais il fallait qu'ils acceptent que je fasse des jeux, que je vois des choses pas forcément folichonnes. Recevoir des familles aussi qui sont en colère, qui sont en deuil, qui sont tristes. Nous, on absorbe toute cette énergie-là, donc après c'est quelque chose qu'il faut qu'on rejette avant de rentrer à la maison. Et toi, tu as un espèce de rituel ou tu as une passion à côté pour... Alors moi, je fais de la Zumba. Okay. C'est très important de faire des choses, d'avoir un entourage, une activité qui permette de pouvoir vraiment exorciser tout ça. Il y a des familles avec qui on n'en a pas besoin parce que l'échange va se faire très bien et au final, on va leur apporter beaucoup de choses positives. Donc ça, c'est très bien. Et il y a des familles qui nous envoient pas beaucoup de négatifs, mais beaucoup de travail à faire sur eux. Et ça, c'est très fatigant, c'est très prenant. Après une réception de famille qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, des fois, on est vidé, on est vidé complètement. Et donc, on a besoin de... Je fais ça parce que c'est réellement une chose que je fais pour évacuer. Il faut évacuer tout ça. Et après, voilà, on rentre à la maison, on met la musique à fond, on chante très fort, j'adore faire ça. Et on décharge avant de rentrer, c'est important. Ouais. Est-ce que tu aurais peut-être quelques conseils pour les gens pour bien choisir une entreprise funéraire? Enfin, ce serait quoi de la démarche? Alors, soit de le faire quand tu es confronté, mais peut-être nous, c'est ce qu'on conseille sur Messenger, de vraiment prendre le temps en amont de faire un peu le tour des popotes pour voir un petit peu qui y a sur la place du marché et ce serait quoi tes conseils pour aller vers une famille, vers une entreprise qui te correspond, quoi? Moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Donc, dans ces moments-là, en plus, je pense que c'est primordial de rencontrer des gens qui soient professionnels et puis avec qui le contact passe bien. Ce serait formidable si tout le monde avait le temps de faire 1, 2 ou 3 entreprises de pompes funèbres au moment où on perd quelqu'un, mais c'est vrai que c'est pas évident en ce moment-là. Vous perdez quelqu'un, que ce soit chez vous ou à l'hôpital, il y a quelques encadrants qui vont vous dire, alors ils n'ont pas le droit de dire aller chez un tel ou chez un tel, mais qui vont dire essayez d'en voir plusieurs, essayez. Mais en même temps, on dit aux gens, vous n'avez pas le temps. Hein, vous avez 48 heures pour qu'on puisse faire le transport de corps, tout ça. Donc, il faut choisir vite. Il faut choisir, mais il faut aller vite. C'est compliqué. C'est pour ça qu'idéalement, c'est bien de le faire en amont quand on peut, quoi. Bien sûr. Ce qui serait bien, c'est que dans les hôpitaux et dans les EHPAD, on commence à dire aux familles, vous savez, il faudrait essayer de vous rapprocher d'une entreprise de pompes funèbres pour préparer déjà, parce que la fin est proche. Même après, voilà, culturellement, c'est difficile aussi pour les gens de dire non, mais moi, si je vais aux pompes funèbres, ça veut dire que le départ est là, quoi. Et ils n'ont pas envie. Faire comprendre aux gens que c'est pas facile, mais qu'il faut le faire parce que ça fait gagner c'est un gain de temps énorme. Parce qu'au moment où le décès est là, c'est sûr que là, on n'a plus envie d'aller voir plusieurs entreprises, choisir un cercueil et faire tout ça. Le faire en amont,
C'est ce que je prône, c'est mon cheval de bataille, parce que préparer ses propres obsèques, ça c'est vraiment le top du top. Ouais. On en parlera de ça. Ouais, parce qu'au moins les autres n'ont plus rien à faire derrière. Mais déjà, pouvoir avoir la possibilité de faire un choix, 1, 2, 3 pompes funèbres, maxi. Est-ce qu'il y a des gens, parce que c'est comme tout, c'est des réseaux, est-ce qu'il y a des gens justement que tu peux aller voir? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est des fleuristes? Tu vois, des gens qui côtoient ces entreprises-là? Alors bon, tu as l'air de me dire qu'ils n'ont pas trop le droit de privilégier quelqu'un, mais est-ce qu'il y a des gens plus en lien qui peuvent dire, ah oui, par rapport à ce que vous cherchez, à votre sensibilité, je sais qu'il y a cette entreprise-là qui serait peut-être mieux pour vous. Enfin, moi, qui on peut aller voir pour avoir j'ai pas mal de gens qui font ma pub. Ouais, c'est rigolo parce que je suis différente. Il y a pas mal de gens qui disent, ah mais ton papa, ta maman est en fin de vie. Il faut que tu ailles voir Florine. Elle va t'accompagner, elle va t'écouter, elle va te proposer des choses qui sont pas comme les autres. Elle va pas être là pour te vendre des produits. Donc ce qui est privé, ça peut. Ouais, j'ai une copine fleuriste, j'ai un copain assureur, enfin, ça peut aider. Mais dans les hôpitaux et les EHPAD, ils n'ont pas le droit de dire aux familles allez voir un tel ou un tel. Ça, ils ont la liste préfectorale. C'est très, c'est pas très humain. Donc c'est vraiment aux gens de rencontrer des entreprises et puis de sentir s'il y aura une espèce de respect du temps de cérémonie pour plus tard. Les gens ont peur de faire cette démarche-là. Et donc, il faut aussi avoir, enfin je vais encore dire que je suis la meilleure, mais être en centre-ville, avoir une belle vitrine, une façade attrayante, il faut donner envie aux gens aussi d'entrer. Il y a une dame que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps qui m'a dit... Voilà, elle a un cancer, elle sait qu'il faut qu'elle organise quelque chose parce qu'elle ne veut pas que ce soit sa famille qui s'en occupe. Et elle m'a dit, j'ai pas envie de pousser la porte de chez un tel ou un tel, quoi, parce que c'est pas... on n'a pas envie. On voit même des entreprises souvent vraiment plus grosses en termes de magasins, on va dire. Et c'est vrai que ce qui t'accueille, c'est des monuments funéraires, c'est des cercueils. Et c'est vrai on est dedans, hein. Oui, c'est on vrai est dedans direct. Au moins tu comprends ce qu'ils font, mais c'est vrai que tu n'as pas du tout envie de rentrer, quoi. Non, c'est clair, c'est pas accueillant. La personne que vous avez assise là-bas au fond, dans un bureau, habillée tout en noir, avec le petit foulard, les cheveux tirés en arrière, c'est très... il faut pouvoir ouvrir tout ça, ouvrir les portes et puis dire aux gens, mais venez, on en parle, quoi. Alors moi, j'utilise un peu maintenant aussi les réseaux sociaux. C'est qui tout double, hein. Soit les gens adorent, soit les gens détestent, parce que je vends la mort sur Internet et ça peut être très mal perçu. Et puis il y a ceux qui commencent à dire « Ah, mais en fait, c'est joli votre magasin. Ah, puis les petits mots que vous mettez, on a presque envie. » Il y a un monsieur qui est rentré la dernière fois et qui m'a dit « Ça me donne presque envie de mourir. » Mais voilà, il faut jouer là-dessus en disant « Entrez et on en parle, quoi. » Alors dans la législation française, on n'a pas le droit de se mettre dehors et de dire « Hey, messieurs, dames, venez discuter. » Mais c'est dommage parce que du coup, ça empêche aussi les gens de faire cette démarche-là sans s'en vouloir, en fait, sans avoir peur de le faire. Et, si je vais faire mon contrat obsèque, je vais me faire écraser par un bus, ça veut dire que je vais mourir. Alors que pas du tout. C'est une démarche qui permet de gagner du temps. Il n'y a pas de lien de cause à effet, quoi. J'ai rarement vu ça dans ma petite carrière, mais c'est comme ça, c'est dans l'esprit des gens. On va parler maintenant, si tu veux bien, de tout ce temps de préparation pour savoir si on peut ou pas préparer ce temps de fin de vie, ce temps de transition pour soi-même. Il y a des gens qui le font, qui l'anticipent. Quand on s'est rencontrés, tu me disais que tu étais en train d'accompagner une dame qui prépare ses obsèques parce qu'évidemment, elle est malade et qu'elle se sait condamnée, on va dire, à moyen terme. Donc, c'est quand même pas évident. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de gens qui préparent cet instant et pourquoi, selon toi, ils le font ou ils le font pas? Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui préparent cet instant. Je ne veux pas dire qu'on devrait tous le préparer, mais presque, parce que de toutes les expériences que j'ai de rencontres avec les familles, je vois que les familles n'ont pas envie d'organiser. Ou alors, elles vont organiser, mais pas forcément de la bonne manière. Ah ben moi j'aurais voulu ça, oui mais il faut se concentrer aussi sur le défunt. Et donc avoir la possibilité de le préparer de son vivant,
ça permet de faire quelque chose au-delà de la personnalisation. On est vraiment sur quelque chose qui correspond à 3000% à la personne qui part, quoi. Et cette dame-là, quand elle m'a rencontrée, elle m'a appelée, elle m'a dit voilà, je vous le dis, hein, j'ai un cancer, donc j'en ai plus pour longtemps. Je veux organiser parce que je ne fais pas confiance à mon mari. C'était voilà, mais je ne sais pas ce que je veux. Donc qu'est-ce que vous me proposez? Et donc elle est venue. C'est une femme exceptionnelle. Elle a un appétit de la vie de dingue. Mais je pense qu'il faut aussi ça. Il faut avoir envie de vivre pour pouvoir être dans un bon état d'esprit et bien préparer ses obsèques. C'est très important. Si on est dans un état d'esprit, pas de dépression, mais bon, on sait que la fin est proche, on n'a pas non plus envie de préparer. Encore une fois, parce que ça fait peur et parce qu'on se dit plus je vais préparer et plus ça va venir. Alors que c'est pas du tout ça. Mais et elle est hyper solaire, elle est hyper souriante, elle est géniale. Et donc je lui ai dit mais en fait ce serait bien que vous soyez présente en fait le jour où vous ne serez plus là. Et donc elle a préparé un poster d'elle au bord de la mer. Le message qu'elle veut faire passer, c'est garder le sourire, quoi. Oui, je suis partie, mais il faut que vous continuiez à vivre. Et ça, c'est très important parce que elle m'a dit, je veux pas que les gens soient tristes. Et vous savez, je pense qu'ils quand même ils vont un minimum tristes. C'est normal, il faut leur laisser ça quand même. Elle veut qu'on fasse une cérémonie avec de la musique, avec des fleurs, avec de la couleur. Elle veut mettre un thème, pas de noir. Voilà, elle veut pas de. Elle veut vraiment que les gens partent. L'accompagne accompagne son départ avec le sourire. Et si tout le monde faisait ça, ce serait formidable. Mais il faut vraiment avoir un état d'esprit. Elle profite de la vie à 300% parce que, alors elle m'a dit, heureusement je n'ai pas la date de mon départ, mais je sais que ça va arriver, donc autant que mon départ corresponde à ma vie et que ce soit quelque chose de festif. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir des obsèques dans la joie et la bonne humeur, mais que tout le monde puisse assister à des obsèques qui correspondent réellement à la personne, sans avoir eu la contrainte de choisir un cercueil, de choisir de la musique. C'est des choses que de toute façon on n'a pas envie de faire. Ça peut aider énormément les gens qui restent à faire leur deuil. Le but c'est ça aussi, hein. C'est que ceux qui restent puissent faire leur deuil convenablement. Les gens vont chez le psy parce qu'ils savent qu'autour d'eux, la famille ne peut pas les aider. Moi, je trouve que quand on doit gérer la fin de vie ou une cérémonie, il faut aller voir un professionnel aussi pour avoir vraiment quelque chose de bien. C'est pas évident de dire en famille, au repas du dimanche midi, bon, on va parler de mes obsèques. Oui, puis alors ça c'est vraiment super intéressant ce que tu dis. Je l'avais jamais vu sous cet angle-là, mais comme un tiers en fait. C'est vrai que tu vas voir un psy, tu vas lui dire des choses que tu pourras vraiment pas dire à tes proches, ils sont pas du tout prêts à les entendre. Donc en fait oui, donc vraiment faire rentrer quelqu'un dans le cercle qui va pouvoir accueillir cette réflexion-là. C'est ça. Et qui va pouvoir permettre aussi, moi je sais que cette dame que j'accompagne là, elle m'a dit, bon, une fois que tout aura été fait, elle me dit, comment je vais expliquer à ma famille que tout a été fait? J'ai tout simplement, en fait, vous leur dites que voilà, tout est fait, ils n'auront rien à faire, et ça pour eux, c'est un énorme gain de temps. Et elle m'a dit, est-ce qu'on pourra revenir ici? Parce qu'elle a besoin de cette personne, moi, une personne extérieure qui puisse dire à la famille, bon ben voilà, elle a tout préparé, si vous voulez on peut regarder ensemble, ou pas du tout, on ne vous oblige en rien, mais pour pouvoir leur expliquer que au fond c'est pas méchant ce qu'elle a fait, c'est humain, c'est pour eux. Et d'être dans un cadre extérieur, je pense que pour elle, ça aiderait encore plus la famille à accepter ça. Est-ce que tu penses que justement c'est bien que les proches aussi, quelque part, participent à la préparation? Parce que j'ai vu quelquefois des obsèques où vraiment tout, mais à 100%, avait été prévu par le défunt. Et il y avait quand même quelquefois un peu une frustration de la famille à dire en fait j'avais mon mot à dire sur rien. Bien sûr. Ce serait quoi alors, on va pas parler de pourcentage, mais le type d'implication qu'on peut proposer aux gens pour sentir qu'ils ne sont pas non plus exclus de ce temps-là. Il faut laisser une petite porte en fait. Il faut laisser le temps de parole par exemple quand elle veut organiser tout de A à Z, le lieu où elle va décéder, la chambre funéraire où elle va reposer. Au moment de la cérémonie, il faut laisser une grande porte ouverte aussi pour que chacun puisse créer un texte ou trouver un poème. Donc ça peut être pas mal aussi de rencontrer la famille avant,
sans aller trop loin quand même, hein, on ne va pas faire les rendez-vous de... Mais ça peut être bien aussi de dire à la famille, bon ben là maintenant, ça c'est votre instant à vous. Elle a organisé tout ça. Oui. Maintenant, à vous de chercher un texte, de lire un poème. Oui, on leur laisse un espace pour qu'ils puissent exprimer ce oui, parce que sinon, on assiste à quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, parce que je pense qu'on est dans un état d'esprit où déjà, on n'accepte pas le départ, même si c'est une personne qui était malade, même si on s'y attendait. Là, souvent, je dis aux gens, bien sûr, on s'y attendait, mais au moment où ça arrive, on n'a pas envie d'être là, quoi. Donc, même quand on a une personne qui est malade ou une personne qui est âgée, ou... dans tous les cas, on est tous au même niveau à ce moment-là, on n'a pas envie d'être là. Et si en plus on vous fait assister à une cérémonie où ah ouais, bah oui, tiens, ah oui, ça c'est beau, vous ne comprenez pas réellement où vous êtes. Et je pense que vous ne pouvez pas faire votre deuil. Il faut impliquer aussi les gens en disant à vous d'agir à ce moment-là. Vous devez quand même... le sens de ce que le défunt a voulu faire en fait. C'est ça. Parce que c'est pas tant ce qui est fait, mais c'est quel sens elle voulait mettre peut-être à chaque action. C'est ça. Il ne faut pas aller trop loin et il ne faut pas les laisser faire trop de choses, parce que c'est facile quand on est vivant hein, de choisir de la musique pump it up. Mais il faut se rappeler quand même que le jour où on va passer cette musique-là, vous serez dans la boîte. Hein. Donc il faut penser à ceux qui vont rester. Et en fait, on prépare... pour soi, parce qu'on a envie d'avoir une belle cérémonie. C'est peut-être un peu présomptueux, mais moi j'ai envie d'avoir une belle cérémonie, j'ai envie d'avoir telle musique, j'ai envie que... Quand elle dit « j'ai pas envie que les gens soient tristes », déjà, c'est compliqué parce que, évidemment, les gens vont être tristes. Mais il faut aussi que les gens comprennent qu'ils sont à son enterrement, quoi, pas à son 50e anniversaire. Ou, voilà. Donc il faut rester... C'est un peu comme l'esprit du magasin. Quand les gens rentrent dans le magasin, ils disent « Waouh, il est joli ce magasin !» Et en fait, il y a des petites touches partout. Mais tu as des urnes aussi. C'est des urnes, c'est pas des vases. Il y a des livres, mais qui ne parlent que de la mort. Il y a des magazines, mais qui ne parlent que de ça. Voilà, le fond est joli, mais attention, à l'intérieur, il y a des petites choses qui font qu'il faut qu'on ce qui est important, c'est de trouver un équilibre. Moi, je sais que de plus en plus, j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui marche sur un fil, un équilibriste. Et ce que je dis aux gens, c'est que le triste, on ne l'enlève pas. En fait, il sera là, puis tant mieux. Ça veut dire que vous aimiez la personne. Donc, tant mieux. Si vous n'êtes pas triste, c'est même un peu bizarre, finalement. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'est-ce qu'on met sur le balancier en face pour trouver un équilibre pour avancer, quoi. Ok, je suis triste, mais j'ai le droit de sourire, j'ai le droit de mettre de la musique qui est joyeuse, j'ai le droit de mettre une veste colorée. Et puis du coup, c'est vraiment ce qui permet d'avancer, quoi, tu vois. Et c'est vrai que souvent, les gens disent « Ah oui, bah, comme ça, je comprends mieux, quoi. J'ai besoin de comprendre qu'il y aura un équilibre. Et c'est vrai que même moi, aujourd'hui, j'ai vraiment travaillé ce truc-là, tu vois, je peux très bien être triste parce que je viens de perdre quelqu'un ou autre, et puis et déconner en même temps, en fait. Mais ça, c'est vrai que souvent, c'est tellement une attitude qui est bizarre et les gens voient que le sourire ou la déconne et qu'ils imaginent du coup, parce que tu souris, que tu n'es pas triste. Alors que si, on peut être les deux en même temps, quoi. Bah, y a des gens qui... Moi, j'ai dû rencontrer 2500 familles. Il n'y a pas eu une personne identique par rapport à la mort. Il y a des gens qui ont besoin de crier, il y a des gens qui ont besoin de pleurer, il y a des gens qui ont besoin de rire. Moi, j'ai déjà vu des gens avoir un fou rire à un enterrement. C'est terrible, hein, mais ça arrive. C'est pas grave. Alors, les gens regardent comme ça, mais... Moi, je l'ai eu pour ma grand-mère, quoi, en fait. C'était terrible, alors que c'est vraiment une des femmes que j'adorais le plus. Et en fait, ça me fait rire encore, mais quand ils ont... j'étais jeune, hein, j'étais avec mes cousins, et quand on apportait le cercueil près du trou du cimetière, le prêtre, il a voulu tous nous précéder puis nous doubler. En fait, il s'est pris les pieds dans une stèle et donc il a trébuché, tu vois, sur le bruit des graviers sur quelques mètres. Mais nous, on a rigolé pendant un quart d'heure. Bah oui. Et c'était une parenthèse. Ouais, mais du coup, tu t'en veux et en même temps, plus tu t'en veux, plus c'est drôle. Mais sur le moment, moi, je voulais pas rire à l'enterrement de ma grand-mère. Oui, parce qu'il y a les codes. Oui, c'est ça. T'as la méconnaissance et en même temps, peut-être que d'où elle était, ça l'a fait marrer de voir que la vie, elle continuait. C'est sûrement elle qui a dû le pousser. Ouais, c'est possible, mais c'est un souvenir très paradoxal, en fait, tu vois. Mais aujourd'hui, ça va, aujourd'hui, c'est accepté. Oui, non, mais en plus, ça fait longtemps. Mais ouais, c'est très étrange. Enfin, ce moment où tu te dis, puis tu sais pas si les autres vont te regarder, alors que t'en as qui te regardent avec des grands yeux. Oui, c'est ça. T'en as qui sourient avec toi. Donc, en fait, c'est marrant ce temps-là, Mais ça arrive assez souvent, parce que t'es tellement à fleur de peau, en fait.
Autant avant, il y avait vraiment les codes, clichés, les choses qu'on ne pouvait pas dépasser, ne serait-ce que le noir, hein, tout le monde devait porter du noir. C'est quelque chose qu'on voit quand même de moins en moins. Non, il faut comprendre que dans une cérémonie, oui, voilà, on est des humains, quoi. Donc, si quelqu'un Puis en plus, à fleur de peau, quoi, on est quand même... c'est vrai que moi, j'aime énormément rire, les sketchs et tout ça, mais c'est vrai que je ressens vraiment que la tristesse, la mort, le temps du deuil, c'est vraiment on est vraiment sur presque la même vibration que le rire, en fait. Oui. On est vraiment, c'est pas loin, tu passes de l'un à l'autre très très vite. Bien sûr. Et souvent, ce qui fait rire, c'est des émotions très fortes. Justement, quelqu'un qui glisse sur une peau de banane et qui tombe, lui, qui va se faire très très mal, mais on va être au moins 50% à pouffer parce que le mec il s'est fait mal. En fait. Donc en fait, c'est vraiment que c'est les deux faces d'une même pièce, quoi. Et ça, c'est assez drôle en fait. Observer. Pour toi, quel est l'intérêt, le bénéfice pour nous-mêmes et puis pour nos proches justement de préparer cette transition de vie? Ça va être quoi vraiment le bénéfice à moyen ou à long terme? Je dis souvent que c'est un gain de temps, mais c'est un gain de temps dans le sens où à cet instant, on n'a pas envie de faire ça. Quand on perd quelqu'un, dans tous les cas que j'ai rencontrés, on n'a pas envie de choisir un cercueil, on n'a pas envie de faire tout ça. Même les gens qui ont l'habitude, j'ai envie de dire. Ça, c'est encore pire parce qu'il y a une certaine génération qui commence à avoir l'habitude d'aller aux pompes funèbres. On a perdu le grand-père, la grand-mère, le papa, la maman, les oncles, les tantes. On retourne aux pompes funèbres. Vous faites comme d'habitude. Enfin, c'est pas. Du coup, on n'est pas dans les préparatifs d'obsèques. En fait, j'ai envie de dire, on n'est pas déjà dans le travail de deuil. C'est quelque chose que complètement. On occulte. On fait comme d'habitude. Si on a la possibilité de préparer à l'avance. On n'est pas dans le même état d'esprit. Donc, on va choisir des choses en disant, tiens, est-ce que ça lui plairait? Est-ce que ça, c'est assez joli. Il y a des gens qui viennent... Alors moi, je n'ai pas de salle d'expo non plus. Hein. Ça, c'est vraiment la pire des choses, de faire rentrer quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un dans une salle remplie de cercueils. Autant les plaques, les fleurs, c'est déjà compliqué, mais alors une salle remplie de cercueils, ça me... quand c'est à vous de choisir votre cercueil, ça, c'est quand même, mais ça j'aime bien, ça me rappelle les meubles de la cuisine, ça va les faire rire, mais en plus je peux choisir les poignées, les petits détails. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit où là du coup on a le droit de se faire plaisir presque, quoi. Oh non, je vais pas mettre autant d'argent dans mon cercueil, je préférerais le mettre dans des fleurs, je préférerais le mettre, l'intérieur, le capiton c'est joli, on touche, c'est quand même plus sympa que de devoir dire quel cercueil vous voulez choisir pour votre maman. Oui, c'est le plus mauvais temps pour faire des bons choix. Bien sûr. En fait, quoi. Ouais. Quand on reçoit les familles juste pour organiser une cérémonie, ça va, on choisit des moments, on choisit des musiques, on choisit des choses, on écrit des textes, on est un peu dans le travail de deuil, et ça c'est bien de faire ce genre de choses-là avec la famille. Quand il faut choisir une urne, un cercueil, quel jour, même cette question-là. Quand est-ce que vous voulez faire la cérémonie? Jamais en fait. J'ai pas envie de faire la cérémonie, j'ai pas envie d'aller au cimetière, j'ai pas envie de faire un trou. La pire question, c'est quand tu dois demander à l'épouse qui vient de perdre son mari, alors le caveau, c'est de place ou... On est obligé de commencer à lui parler de sa propre morale. Tu n'as jamais de bonnes questions. Non, c'est toujours... on marche toujours sur des œufs, quoi. Alors après, il y a le ressenti, comme je disais tout à l'heure, où c'est important. Est-ce que tu sais jusqu'où tu peux aller dans tes questions? Et puis, il y a des fois des familles où tu as un mur, quoi. C'est non, je ne sais pas, j'en sais rien. Des gens qui sont en colère, quoi. On voit tout un panel d'émotions dans ces moments-là. C'est rarement des gens qui sont dans l'enthousiasme. Donc, soit ils sont en colère, soit ils sont dans le déni, soit ils choisissent un truc, mais tu peux être sûr que le lendemain, ils vont te rappeler en disant « Non, je crois que je me suis trompée, je peux changer ». Et tu ne peux pas dire non. Donc après, tu rentres dans un cycle où on va changer tous les jours, parce que de toute façon, ça n'ira jamais. Donc le fait de préparer tout ça à l'avance, même si ce n'est pas des choix faciles à faire non plus, on est dans un autre état d'esprit. La vie, elle est quand même là. Tu as un peu plus le temps de réfléchir, de revenir sur des choix, de conscientiser chaque choix aussi. Est-ce que toi, tu vois aussi quelque chose, ce serait toi pourquoi l'apport psychologique pour soi-même et pour ceux qui resteront
d'avoir fait cette préparation, quoi. Au-delà même de dire, bon, bah, on a tout organisé, mais ça va être quoi le bénéfice psychologique un peu sur les gens? D'accepter un petit peu plus le fait que, accepter la mort, hein, accepter la fin de vie, accepter tout ça, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop loin aussi dans la préparation, parce que est-ce que réellement le fait de choisir son cercueil, ça va nous permettre d'accepter qu'un jour on va partir? Je pense qu'il y a plus un autre travail à faire sur comprendre qu'on n'est pas immortel. Hein. Ça, il faut que les gens le comprennent de leur vivant tous, c'est obligatoire. Est-ce que le fait de préparer ses obsèques, ça va nous faire mieux accepter la chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a un apport. Est-ce que toi, tu vois un impact psychologique, qu'on en parlait un petit peu, mais positif, sur le côté, parce que je conscientise qu'un jour je serai plus là sur Terre, je vis ma vie encore plus fort, quoi. C'est ce que je vois avec la dame que j'accompagne en ce moment. C'est plus la maladie qui lui fait prendre conscience de l'importance de la vie. Plus le côté maladie, souffrance. Elle a besoin de concentrer son esprit sur autre chose. Donc effectivement, plutôt que de choisir des nouveaux meubles pour son salon, elle va préparer ses obsèques parce que de toute façon, elle s'en fout de son salon, elle n'y sera plus. Donc autant se concentrer sur un truc réel, sur sa cérémonie. Mais ce n'est pas tant le choix d'organiser à l'avance qui va faire qu'on accepte mieux le fait de partir. Moi, je concentre ça aussi beaucoup sur le fait que ça va aider les autres. Donc, ce n'est pas tant pour soi qu'on va préparer, c'est aussi pour ceux qui vont rester. Mais c'est déjà finalement un soulagement pour soi-même de savoir qu'on laisse un fardeau un peu moins lourd pour ceux qui restent, quoi. Oui, plus dans cet état d'esprit-là. Souvent, je leur dis, si vous préparez d'avance, ça va soulager les autres. Et donc là, ils prennent conscience qu'ils font quelque chose de bien. Ah, je fais quelque chose de bien pour mes enfants, pour mon mari. Lui, il ne saura pas le faire, donc je vais l'aider à le faire. Et comme ça, il n'aura plus rien à faire, c'est très bien. Ouais. Mais c'est un équilibre entre je fais quelque chose qui me représente et en plus, ça sera mieux pour ceux qui restent. C'est ça. Je me fais un petit peu plaisir parce que je choisis d'avoir une cérémonie qui me correspond. Et en même temps, ça soulagera les autres. Donc je fais quelque chose de bien. Est-ce que toi, tu côtoies des familles après, un peu sur le long terme, et est-ce que tu vois justement le bénéfice d'avoir fait peut-être une cérémonie qui change, qui était très à l'image du défunt? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui reste sur le long terme chez les gens? C'est forcément quelque chose qui va marquer, parce que forcément, il y a des générations qui ont l'habitude, c'est pas joli, mais d'aller aux enterrements. Et quand vous faites quelque chose de personnalisé et qui correspond vraiment, vous, votre cérémonie, on s'en souvient, hein, qu'est-ce que c'était beau. Hein. Parce que moi, je suis allée à un enterrement la dernière fois, c'était nul, hein, il n'y avait rien. Non, mais c'est important. Ce côté un peu folklore spectacle, au moins les gens se disent s'il m'arrive quelque chose, je vais venir chez vous, parce que chez vous, au moins, c'est joli. Et on s'en souvient. Après, pour la famille en elle-même, ça va aider évidemment dans le travail de deuil, côté positif, mais de toute façon, quand on a perdu quelqu'un de proche, un enterrement, ça reste un enterrement. J'ai, on va dire, autant de familles que j'ai accompagnées et qui passent à l'étape suivante, que des gens qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils n'y arrivent pas, quoi. Encore une fois, peut-être parce que culturellement, donc, qui aurait besoin d'être accompagné, quoi. Oui. Ouais. On en parlait de ça un petit peu, c'est vrai qu'on... Il y a la cérémonie, il y a l'hommage, mais il y aura de toute façon toujours un travail à faire après. Quel que soit l'hommage, il ne faut pas laisser les gens... voilà, la cérémonie est finie, merci, au revoir, on ne se revoit plus. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur le service après-vente. Ça, c'est obligatoire. Oui. C'est vrai que sur Messenger, on est beaucoup sur ce temps-là. C'est une offre qu'on commence à proposer, justement parce que le travail de deuil commence sur le temps de cérémonie. Alors peut-être des fois, avant le décès, il y a une espèce de deuil blanc. Des gens qui sont très très malades, où on sait qu'ils sont sur la fin de... Enfin, ils ne sont plus dans la vraie vie, quoi, tu vois. Et puis, en effet, dès que le décès est passé, tu as le temps de cérémonie, mais qu'après, il va falloir, selon chacun, plusieurs mois, des fois plusieurs années. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait de moins en moins accompagner ce temps-là et l'accueillir, quoi. Donc, c'est vrai qu'on en a parlé, par exemple, avec des gens comme des Tanadoulas ou des doulas de fin de vie, on dit aussi, qui ont un peu ce savoir. Savoir accueillir ce temps-là. Et c'est, je pense, un peu la même chose que ce que tu disais, finalement,
faut aller voir un professionnel des pompes funèbres pour organiser, puis être hors du cercle de famille pour accueillir ça. Je pense aussi qu'il faut quelqu'un hors de la famille pour aider à prendre du recul sur soi-même, sur ce qu'on est en train de vivre, pour comprendre ce qu'on est en train de traverser, et puis peut-être donner quelques outils pour se reconstruire. Donc ça, ouais, c'est quelque chose, toi, que tu aimerais proposer. Ah, oui, oui. Ouais, je voudrais vraiment proposer cette chose-là parce que, en fait, j'ai ouvert il y a 1 an. Toutes les familles que j'ai reçues, la plupart, je les suis. C'est des gens qui ne sont pas très loin. On communique encore par texto, par mail. Je prends des nouvelles de temps en temps. Et je sens qu'il y a des choses, des étapes qu'elles n'arrivent pas à franchir parce qu'il manque quelque chose, il manque un accompagnement. Donc ouais, sur ce phénomène, tu parles de services après-vente. C'est quoi les phénomènes que tu observes chez les gens justement qui fait que c'est difficile de... Juste le fait de pouvoir en parler déjà. Je pense que c'est culturel encore ça. Dans notre pays, une fois que le décès est passé, voilà, le décès passé, on continue à vivre et on n'en parle plus. Sur pas mal de choses, on est comme ça. Mais il y a des gens qui ont besoin... alors en plus, si on leur propose une cérémonie personnalisée, plein de choses, et puis qu'après, il n'y a plus rien... C'est très fort en émotion, puis après, ouais, tu redescends trop fort. Quoi. Ouais. Si on propose énormément de choses au niveau de la cérémonie, il faut aussi dire, vous inquiétez pas, au niveau de l'émotion, on est encore là après. Donc, si vous avez besoin de venir lire un bouquin qui en parle, ou en parler avec moi, ou voilà, juste venir se poser dans un endroit où, voilà, ici on parle de la mort oui, puis ils savent qu'ils peuvent t'en parler, parce que c'est vrai que quand tu es dans ton deuil, tous les gens qui t'entourent, c'est des gens normalement qui sont dans leur deuil aussi, et du coup c'est compliqué de leur rapporter en plus ta tristesse, parce que en plus de la leur, quoi. C'est ça, c'est avoir la honte d'avoir perdu quelqu'un, je trouve que c'est terrible. D'un côté, elle ne veut pas montrer à ses enfants, alors que ses enfants aussi sont tristes, donc ils pourraient mélanger leurs peines. Mais c'est une famille où chacun gère sa peine tout seul. Donc, et tu parles de honte, c'est quand même un mot qui est assez fort. C'est parce que les gens, ils ont quoi? Ils ont honte de pleurer devant les autres. Ils ont honte de pas être assez fort. C'est quoi le... Je pense que socialement, elle considère qu'elle n'a plus sa place. Elle avait un mari qui avait un certain statut. Ouais, c'est la structure familiale qui s'est cassée. C'est ça, c'est ça. Il était malade, il était à l'hôpital depuis très longtemps, donc ils se sont un peu préparés. Mais comme je disais tout à l'heure, même quand on se prépare, quand ça arrive, on n'est pas prêt. Elle a voulu faire une cérémonie traditionnelle comme on faisait dans sa famille à lui. Donc déjà, c'est pas elle son propre ressenti. On a fait des petites choses au cimetière qui font qu'elle a pu dire ce qu'elle avait un peu à dire, mais on sentait qu'elle avait une énorme chape. Et la dernière fois, elle est passée, donc elle est rentrée. Et puis ici, déjà, elle a pu décharger un petit peu ce qu'elle avait en elle depuis plusieurs mois. Elle me dit, j'ai honte. J'ai honte, je n'arrive même pas à dire que je suis. Et elle n'arrivait pas à dire, je dis, veuve. Oui, c'est ça. C'était un gros mot, quoi. Mais j'ai dit, mais il faut le dire. Enfin, les gens le savent de toute façon. Donc, n'ayez pas peur de le dire. Et puis c'est pas terrible. Enfin, vous continuez à vivre. Je vous vois de temps en temps, vous passez avec des copines, avec vos enfants, tout ça. La vie continue, c'est ça qui compte. Oui, vous êtes veuve, mais la vie continue. Et c'est vrai que peut-être c'est pas naturel, même pour les gens, de revenir dans l'entreprise de pompes funèbres. Je pense qu'on se dit, même culturellement, je pense, c'est eux qui gèrent le temps des obsèques, mais après, on n'a pas de raison de revenir, en fait. Et toi, ce que tu dis, finalement, c'est de dire, quand on fait les choses comme tu le proposes, oui, on peut revenir pour boire un café et rediscuter, l'espèce de SAV. Oui, c'est ça. Il y a vraiment un... SAV psychologique, quoi. C'est ça. Il y a vraiment un accompagnement. C'est la pompe funèbre du début à la... En fait, il n'y a pas de fin. Voilà. Moi, je vous rencontre, vous avez besoin de moi, et je suis là jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de moi. Ne plus avoir besoin de moi, ça veut dire que votre deuil n'est pas complètement fait, mais en tout cas, vous n'avez plus besoin de moi pour aller sur le chemin de la continuité de la vie, quoi. Oui, puis de savoir finalement qu'il y a un espace où c'est possible, quoi. Je peux venir te voir un quart d'heure. D'où l'importance d'avoir un espace où on a envie de rentrer. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas dans ces grands magasins avec des cercueils, tu dis non, j'ai pas envie de changer. Ça porte malheur. Donc puis en plus, si tu es dans cette phase où tu viens de perdre quelqu'un, tu es en train de traverser un deuil, tu n'as pas envie de re-rentrer dans un lieu où tu as des cercueils, parce qu'en fait, c'est pas que tu souhaites oublier, mais en tout cas, tu as envie d'avancer. Oui, on n'a pas envie de voir ça. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment sympa, quoi. Tu es dans quelque chose de très accueillant, tu as envie de te poser, de prendre un bouquin, en effet. On peut.
peu. J'avais envie de faire des petits ateliers lecture un jour par semaine. Et je me dis, mais comment je vais lancer ça en fait? Est-ce que je vais envoyer des mails à toutes mes veuves en disant, hey, on se regroupe le vendredi? Et en fait, bon, j'ai posé des questions directement. Et elles m'ont dit, moi, je me sens pas encore prête à en parler avec d'autres gens. Même si c'est des gens qui sont dans, dans le même état d'esprit, il y a toujours ce côté un peu honteux en disant ça fait un peu alcoolique anonyme, quoi. C'est chelou, mais dire bonjour, voilà, moi aussi je suis veuve depuis 3 mois et puis j'y arrive pas et puis je pleure toute seule et puis je pense que ça leur ferait du bien. Voilà, il faut être prêt. Oui, c'est quelque chose qui marche bien, qu'ils l'ont lancé il y a quelques années chez Happy End et qui propose les apéros de la mort. Et apparemment, c'est quelque chose qui est très salvateur quoi, pour les gens. Et justement, le fait d'être avec d'autres gens qui te comprennent, mais qui ne sont pas non plus de ta famille. Et puis, en effet, tu as quand même un espèce de maître de cérémonie qui sait poser les bonnes questions, qui fait circuler la parole, etc. Donc, c'est un vrai savoir, en fait. Oui, parce qu'il faut leur proposer un accompagnement, mais sans les laisser dans un groupe en disant voilà, parlez de vos problèmes et puis voilà. Non, il faut être là aussi on tend un bâton, donc il faut le tenir, le bâton, c'est important. On va parler justement un petit peu du tabou de la mort, parce que nous, ça fait partie des sujets qu'on essaye un peu de libérer pour que les gens se remettent à en parler, ce qui est pas simple. Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment avec le funéraire, il y a déjà un tabou évidemment sur la mort, sur lequel on rajoute le tabou de l'argent en fait. Donc c'est vraiment un espèce de cocktail très, très explosif. Est-ce que tu pourrais peut-être dire aux personnes pour désamorcer cette relation finalement qui peut être très très belle quand c'est fait dans un esprit très sain en fait. C'est alors encore une fois l'importance du lieu et de l'accompagnement. Quand déjà on reçoit les familles et qu'on arrive à désamorcer le sujet de la mort, que ce soit pour une préparation ou une famille qui vient de perdre quelqu'un, il arrive toujours un moment où effectivement il faut qu'on parle des prix. En fait, j'ai l'impression que si on les accompagne bien au départ, ils comprennent que cette prestation elle a un prix. Et que même, effectivement, là pour le coup, quand on a des gens qui disent « oui, vous vous rendez compte, 5 000 €, alors la mort c'est plus cher que la vie ». Ouais, c'est vrai, mais est-ce que ça vaut pas le coup en fait? Enfin, c'est des démarches, c'est du travail, c'est sur une semaine de temps, c'est du temps que moi je vous donne pour vous. Tout a un prix, ce qui est normal, mais à partir du moment où le travail est bien fait, où l'accompagnement est bien fait, les gens ils acceptent ça. Mais c'est vrai qu'on est des voleurs, les gens, mais ils ont raison. Hein. En réalité, il y a quoi de concret dans un enterrement à part le cercueil? C'est que de la prestation. Oui, on paye des gens, on paye des salariés, on paye des porteurs, on paye des charges. Ça, les gens, ils ne le voient pas en fait. Mais c'est vrai que je pense que c'est moins acceptable parce qu'on parle de la mort en fait. Alors que bon, finalement, c'est quasiment, c'est presque la même énergie à mettre que pour un mariage. Et finalement, moi je fais souvent des fois un mariage, ça coûte 10 ou 15 000 ou 20 000 €, c'est très très cher. Quand tu comptes le traiteur, la salle, justement, c'est beaucoup de services finalement. Et puis mais la robe de mariée, tu peux la garder. Que le cercueil, il est dans le trou et tu ne le vois pas. Oui, c'est ça. C'est compliqué de dire aux gens oui, un cercueil c'est 1 000 €, c'est le prix d'une robe de mariée peut-être, mais oui, vous ne le verrez pas. Mais en même temps, on va quand même mettre votre père, votre mère, votre grand-mère dedans. Enfin, il faut quand même qu'elle soit bien. Oui, il faut un minimum souvent, de respect. Les gens, je suis assez surprise, il y a certaines questions des fois qui me choquent comme ça quand les gens me disent « mais c'est obligatoire un cercueil ?» Ben oui, c'est obligatoire. On ne va pas vous mettre directement dans la terre. Alors après, il y a des gens qui ont un état d'esprit un peu écolo et tout ça, mais oui, c'est ça, on n'y peut rien. Moi, la deuxième famille que j'ai reçue ici, la dame m'a appelée en disant déjà, la première phrase qu'elle m'a dit, c'est « moi, mon père est mort, j'ai pas d'argent ». Bon, là, on sait qu'on va parler argent, parce qu'elle en parle, elle. Il est mort à l'hôpital, j'ai un Volkswagen, il est rallongé, je vais le mettre dedans et il faut que vous me disiez où est-ce que je peux déposer mon père. Oh là là, j'ai dit attendez madame, non. C'est pas comme ça que ça se passe. On ne peut pas faire ça, il y a la législation. Donc moi j'ai un véhicule habilité, vous inquiétez pas. Ah oui, mais vous allez me prendre de l'argent. Oui, dans mon véhicule je dois mettre du gasoil, voilà, je paye mon prêt, donc je rembourse. Enfin,
Mais je suis habilitée à le faire. Donc vous ne pouvez pas mettre votre papa dans votre voiture. Vous n'allez pas traverser la ville avec votre papa dans votre coffre. Vous savez que souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on n'a pas le droit de transporter le corps d'un défunt. Bien sûr. Et il me semble, sans me tromper, que même la police, les pompiers n'ont pas le droit dès qu'un corps est... Il y a uniquement le service des pompes funèbres avec un véhicule funéraire habilité par avec tous les contrôles qu'on fait dessus. On ne peut pas emmener... on imagine tout le monde ferait ça. Waouh, ça craint. Non, c'est réglementé. Heureusement, en France, on a quand même une belle législation funéraire. Hein. Elle est assez lourde, mais bon, au moins tout est contrôlé. Ça évolue aussi, en plus, on a de la chance parce qu'elle évolue plutôt pas mal. Mais non, on ne peut pas. Alors évidemment, j'ai fait, pour le coup, je crois que j'ai fait la moins chère des obsèques de toute ma vie. Hein. Il y en avait pour 1 000 €. On a fait un minimum. J'ai pu transporter son papa, heureusement, elle m'a laissé faire. Mais il faut quand même aussi le faire dans le respect du défunt. Je pense, je lui ai dit à un moment donné, j'ai dit, mais attendez, vous me parlez que ça, argent. Je dis, à un moment donné, est-ce qu'on peut parler de votre papa? Est-ce qu'on peut parler de la cérémonie? Je veux pas de cérémonie, je veux rien du tout. Et on est arrivé au crématorium, elle m'a dit, je veux pas de cérémonie. Et son frère était présent, et lui, il s'est retrouvé bloqué comme ça en disant, mais je peux même pas dire un mot. J'ai dit, mais si, vous avez le droit. Bah tu te dépêches, hein. Mais c'est pas parce qu'il va dire un mot que je vais vous le facturer. Enfin, vous avez le droit là de dire au revoir à votre papa. Mais il devait quand même avoir une relation un peu compliquée. Pour être évidemment. Aussi véhémente, je pense qu'elle ne voyait pas souvent son père. Mais même, c'est. Oui, c'est même, c'est très triste en fait le rapport à la vie. Elle s'est presque empêchée de faire des choses parce qu'elle ne voulait pas payer un centime. Et parce que, de toute façon, on est des voleurs, ça ne vaut pas le coup de payer pour ça. Elle était vraiment dans l'hyper négatif, quoi. Mais bon, j'espère qu'elle a réussi à faire son deuil, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué quand on commence à ne parler que d'argent. Oui, bon, d'accord. C'est déjà un rapport à la vie qui est déjà pas très fun, quoi. Oui, non, mais aujourd'hui, tout augmente, tout est cher. Les gens parlent de ça à longueur de journée. On va en face à la boucherie, c'est très cher, ça a augmenté. C'est comme ça dans tous les magasins. Donc nous, en plus, évidemment, moi, je me vois mal dire aux gens, j'ai augmenté le prix de mon cercueil parce que, vous comprenez, avec la guerre en Ukraine... c'est vraiment pas le lieu où il faut en parler. C'est pas ça. Est-ce que toi, tu as senti une évolution dans ton rapport à tes proches, à tes amis, depuis que tu es dans ce métier-là? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on parle de tabou? Quelquefois, c'est vraiment... Enfin, moi, je l'ai observé depuis que je travaille sur Messenger. C'est vraiment... tu sens le regard des autres qui change. C'est rigolo parce que je sens le regard des autres qui change plus parce que j'ai créé mon entreprise que parce que je travaille dans le secteur de la mort. C'est quand je leur ai dit que j'y ai toujours un petit peu travaillé, mais là, quand je suis devenue conseiller funéraire et quand j'ai rencontré les familles, il fallait aussi que je puisse expliquer ce que je voyais, ce que je ressentais pour décharger aussi mes émotions. J'ai la chance d'avoir un mari policier, donc il voit aussi des choses. Il comprend. Donc on sait que le soir, il faut débriefer tous les deux. Mais les gens l'ont accepté et les gens m'ont même incité aussi à créer ma boîte en disant on voit que c'est ce que tu aimes faire, quoi. C'est vraiment ta passion. Enfin, c'est terrible de dire ma passion, c'est la mort, mais l'accompagnement des familles et tout ça, c'est vraiment mon truc. C'est pas la mort. Donc les gens l'ont très bien pris autour de moi, le fait que je sois là-dedans, parce qu'ils se sont dit, ouais, elle a vraiment trouvé sa voie. Et par contre, le jour où j'ai voulu créer mon entreprise, là, j'ai changé. Là, t'es un peu plus directif qu'avant. Hein. C'est rigolo. Hein. Alors, j'ai toujours dit à mon entourage, surtout si je dépasse les bornes, vous me le dites. Parce que là, je veux pas devenir... En plus, j'ai vraiment pas un état d'esprit, c'est pas bien, hein, il faudrait que je m'y mette, mais j'ai vraiment pas un état d'esprit de développement plus. Je veux gagner plein de sous, la mort, ça va me rapporter. Enfin, moi, si je fais mes 5 décès par mois et si j'arrive à continuer à accompagner mes familles pendant toute ma carrière, ça me va. Je veux pas dépasser ça. Je ne veux pas me dire un jour, j'ai pas le temps de vous recevoir. Enfin, ou que ça soit au détriment du service. C'est ça, c'est ça. Après, je pense que c'est possible, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir embaucher des gens qui sont dans la même optique. C'est ça, qui ont le même esprit. Bon, après, c'est de l'entreprise. J'aime bien recevoir des stagiaires. J'ai souvent des stagiaires parce que j'aime bien voir les gens qui veulent rentrer dans ce milieu-là. J'aime bien capter un petit peu le pourquoi et tout ça. Et c'est très difficile de me dire...
Bah, elle, j'aimerais bien qu'elle travaille avec moi. Lui, j'aimerais bien j'aimerais bien voir ce qu'ils deviennent après. Mais je sais qu'ici, il faut des gens qui soient vraiment humains au plus profond, quoi. Et souvent, malheureusement, les gens qui veulent travailler dans le funéraire se disent « Ah ben moi, j'aime bien, je suis très humain, j'aime bien écouter les gens. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a une force psychologique aussi qu'il faut avoir parce que on reçoit pas mal de trucs. Il faut aussi donner beaucoup. Donc c'est bien de pouvoir écouter les gens et puis de savoir faire une vie, mais c'est pas ça le fond du boulot. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être aussi avoir un petit peu de bouteille, peut-être pour aussi avoir vécu certaines choses. Pour, En plus, je trouve que c'est un métier où depuis 6 ans, un peu plus de 6 ans, où je suis vraiment dans le monde du funéraire concret. C'est toujours en évolution. Enfin, tous les jours, je suis surpris par la nature humaine. Il n'y a pas, y a pas de limite. Clair, Donc, c'est plus facile de comprendre une famille et d'attraper les choses par-ci par-là quand on évolue. C'est sûr que quand on vient d'arriver, la première famille qu'on reçoit, on ne capte pas. Mais j'essaie d'accompagner mes stagiaires dans ce sens-là d'ailleurs. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de limite, quoi. On n'atteindra jamais la limite humaine, ça c'est sûr. Et tu ressens, toi, que la mort, c'est une espèce de révélateur, justement. Enfin, c'est tellement un instant fort, en tout cas, soit quand on y pense ou soit quand on la côtoie. Mais c'est tellement... Oui, ça révèle les gens, en fait, dans leur nature assez profonde, quoi. C'est quelque chose que tu observes souvent, j'imagine. Bien sûr. Je pense que nous, on a la chance de recevoir les familles dans les pires moments de leur vie. Donc, ils lâchent tout. Hein. Les vannes sont ouvertes. Hein. J'ai jamais eu autant de bagarres et d'histoires de famille que quand on les reçoit parce qu'ils ont perdu leur père, leur mère ou leur grand-mère. Hein. Ça réveille pas le meilleur côté de l'humain, mais oui, les gens sont ça révèle filtre. Tout, hein. quoi. Ouais. Le bon comme le mauvais. Quoi. Ouais. Surtout le mauvais. Donc il faut savoir accueillir ça. Dans les premiers temps de réception famille, il faut être accroché, quoi. Là, la dernière stagiaire que j'ai eue était quelqu'un de très très sensible. Et donc il y a des choses où elle m'a dit, mais waouh, comment tu fais pour pas pleurer avec les gens ou comment tu fais pour rien dire quand ils te parlent mal. Il faut accepter tout ça parce qu'en fait, malheureusement, ils ont besoin que ça sorte aussi. Il faut que ça sorte à ce moment-là. Il ne faut pas que ça sorte le jour de la cérémonie. Il faut que ça sorte ici. Il faut que ça se fasse bien sûr. En amont. Donc il faut être costaud psychologiquement aussi dans ce métier. En même temps, je pense que faire son deuil, c'est aussi faire son deuil sur des histoires de famille, sur des révélations, sur des secrets. Enfin, je pense on a besoin que les choses sortent parce que c'est aussi ce qui va faire qu'on avancera sur notre deuil. Oui, c'est ça. On ne peut pas avancer non plus dans sa vie si on n'est pas au courant de toutes les histoires. Plein de poids. C'est ça. Hein. C'est ça. Ici, on décharge les cailloux. Hein. Il y a des gens qui apprennent des choses dans mon magasin. Hein. Ah bon, mais j'étais pas au courant de cette histoire-là. Waouh, là on sent qu'on a mis le doigt sur quelque chose et que ça va durer très longtemps. Mais il faut être prêt à ça. Hein. Mais ça fait partie du travail. Moi, je fais cet accompagnement dans le sens où j'ai envie de les aider à faire leur deuil. Donc il faut les mettre sur le bon chemin. Il faut enlever les mauvaises herbes du chemin, ça c'est obligatoire. Mais il faut accepter tout ça. Et toi, tu te prépares psychologiquement à chaque rendez-vous? Tu as une espèce de truc où tu dis, bon, je suis prêt à tout accueillir, je suis prêt à tout entendre. Je suis tellement contente quand je reçois une famille que je sais qu'il faut s'attendre à tout, en fait. Ça y est, je vais faire mon travail, quoi. Je vais les recevoir, je vais les accompagner. C'est intrusif aussi, hein. Je vais rentrer dans une nouvelle famille. On fait partie de cette famille pendant un temps. On leur demande quasiment l'autorisation de rentrer dans leur intimité. Si on reçoit une famille pour un enfant, là il faut se préparer avant, c'est important. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Donc après, non, dans la majorité des cas, ça ne sert à rien de se préparer parce que de toute façon, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc, faut juste se préparer à dire je suis prête à tout entendre. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que toi, depuis que tu fais ce métier-là, ton rapport à la mort, il a changé par rapport à toi, ce que tu penses? Oui, parce que évidemment, moi, quand je suis arrivée dans ce métier-là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais vu 2 décès dans ma famille, ma mère, mon beau-père, c'est tout ce que j'avais vécu. Donc évidemment, ça m'a appris des choses parce que je ne connaissais pas en fait. Donc je sais ce que je voudrais faire pour moi et ce que je ne voudrais pas faire, ça c'est sûr. Après, le rapport à la mort... Ou à la vie, hein.
plus à la vie. Ouais. Parce que j'ai peur d'être blasée. Ça, c'est ma grande crainte. Quand j'ai un décès dans ma famille, souvent les gens me disent « Oh bah toi, de toute façon, ça ne te touche plus. » Bah si, en fait, je suis toujours humain. Ouais, si, ça me touche de perdre un membre de ma famille, ça me touche, c'est ma famille. Je pleure aux enterrements de ma famille, évidemment. Et je me dis que le jour où je ne serai plus touchée, là, je serais peut-être allée trop loin, mais est-ce que ce sera réparable en plus? Ce sera compliqué. Mais oui, ça change l'idée qu'on a de la vie. On se rend compte vraiment qu'il y a des petits bobos dans la vie où il faut relativiser. Hein. Il y a des choses pires. C'est fragile, quoi. Ouais, bien sûr. Toutes ces prises de tête qui servent à rien parce qu'au final, on est immortel, quoi. Faut profiter. Hein. Non, on est mortel. Oui. C'est un lapsus révélateur. Lapsus. Peut-être pour terminer, est-ce que toi, quel regard tu portes un peu sur ce qu'on propose, nous, sur Messangel, avec cette possibilité qui est un peu nouvelle dans l'histoire humaine, de dire je peux enregistrer des messages en vidéo, en audio, etc., pour mes proches, et aussi je peux justement prendre le choix de conscientiser, donc c'est un peu ce que tu fais toi en réel. Je trouve que moi, tu vois, je trouve que c'est un bon équilibre, par exemple, de dire j'ai un professionnel comme toi qui est capable de m'aider à m'accompagner à conscientiser tous mes choix. Et puis, j'ai un outil comme Messangel pour les enregistrer, finalement, pour moi, c'est clair. Comment, toi, tu vois cette nouvelle, ce nouvel outil, quoi? Ça veut dire que la mort évolue, et ça, c'est bien, parce qu'on a été pendant longtemps bloqué dans ces codes-là où on ne pouvait rien faire. Il faut vraiment que la mort évolue avec la société. Toutes ces choses modernes auxquelles on est contrainte. Moi, je sais que même pour faire ma propre publicité, il faut utiliser les réseaux sociaux, c'est obligatoire. Ça apporte du bon comme du mauvais, mais c'est obligatoire. Et je m'aperçois que les gens ont besoin aussi de ce genre de support-là. C'est bien joli d'écrire un texte, c'est toujours classique, donc nostalgique et tout ça, mais comme je l'ai proposé de toute façon à la dame que j'accompagne là depuis quelques semaines, imaginez le meilleur message que vous puissiez faire passer à votre famille, c'est un message où voilà, vous êtes sur l'écran, quoi. Et là, les gens vous voient et on en parle. On parle de votre départ et on peut parler de la maladie, on peut parler de la souffrance et on peut parler de l'après. Et quel message vous voulez faire passer pour l'après, l'accompagnement de ceux qui restent. Et donc oui, moi je trouve que c'est il faut y aller mollo, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui ne sont pas prêts. Mais je pense que voilà, il faut en arriver là, il faut moderniser tout ça. Hein. Oui, puis je trouve que c'est vraiment une vertu thérapeutique en fait. Mais moi je vois tous les gens à qui on en parle, mais rien que faire son Messangel, c'est pas si simple. En tout cas sur la partie des messages, sur la partie souhait, bon, c'est des choix qu'on fait, on y réfléchit, c'est un outil qui est pratique. Mais c'est vrai que sur la partie des messages, de conscientiser qu'un jour on sera plus là et qu'est-ce que je pourrais dire à mes proches pour qu'ils continuent leur vie sans moi, comment j'adoucis ce temps de transition, oui, c'est pas évident. C'est pas si évident. Mais d'avoir la personne physiquement là, en fait, qui donne ce message, je pense que c'est quelque chose qui va aussi permettre de mieux faire son deuil et de mieux accepter le fait que la personne n'existe plus. C'est contradictoire, hein, parce qu'on la voit, mais j'imagine ce message, par exemple, qui est diffusé pendant la cérémonie, faire le lien entre le cercueil, la personne, l'urne, des fois c'est compliqué, donc je pense que c'est très important de pouvoir proposer des choses comme ça. Non, mais ça, ce temps-là, c'est vrai qu'il est très très fort. Moi, comme je te disais, je suis aussi chanteur funéraire, et c'est vrai que quelquefois, tu sens même que dans les proches, les gens, ils ont oublié que leurs proches étaient dans le cercueil, tu vois, qu'il y a le côté très fermé. Ouais, ou presque les gens qui oublient que physiquement, le corps, il est encore là, quoi, tu vois. Moi, je trouve que c'est important, pas d'obliger, mais de vraiment poser la question aux gens, est-ce que vous serez présent à la fermeture du cercueil? Qu'est-ce que c'est la fermeture du cercueil? Déjà, il y a pas mal d'étapes comme ça que les gens ne connaissent pas du tout. Hein. Ils confondent mise en bière, fermeture, cérémonie, crémation, inhumation. Il y a des gens qui n'y connaissent vraiment rien du tout. C'est très important de leur expliquer ce qui va se passer étape par étape. Même si certains le disent, oh là là, il ne faut pas tout dire aux familles, mais si, il faut que toutes les étapes soient bien expliquées. Parce que une fois que le cercueil est fermé, le cercueil est fermé. Oui. Donc c'est vulgaire, mais vous avez devant vous une boîte, et il faut comprendre qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de cette boîte. Et quand cette boîte se transforme en urne,
et que vous n'avez pas fait la transition entre tout ça... Ouais, c'est très compliqué, même pour le cerveau, de faire le lien entre Bien chaque sûr. chose, quoi. Ouais. C'est rigolo, enfin, c'est rigolo. J'ai perdu mon chien il n'y a pas très longtemps, mais bon, c'était un membre de la famille. Bah, oui, oui. Et mon mari est anti-crémation. Okay. Et là, pour le chien, c'était obligatoire. Ah, elle oui, a okay. sa petite sépulture, elle a tout ça. Donc on l'a emmené chez le vétérinaire et on a récupéré l'urne 15 jours après. Hein. C'est pas comme chez nous, mais pas comme pour les humains. Mais... Et mon mari m'a dit, je comprends pas. J'ai déposé mon chien et je reviens avec une petite boîte. C'est violent. C'est violent, hein. J'avais préparé, je lui avais montré l'urne avant, on avait fait une petite plaque, une petite... mais c'est très violent de voir une personne, même un défunt qui se repose, quelqu'un qui dort, qui est paisible, qui part, et puis au final avoir une boîte qui est lourde en plus, hein, mais comment on peut tenir là-dedans? Et après, quand vous faites une dispersion, alors là, c'est... waouh. Et c'est beau, et en même temps, oui, ça reste assez violent. Il faut que la famille comprenne toutes ces étapes-là. Ah oui, donc de là à là, c'est toujours papy, quoi. C'est ok. Donc prendre le temps d'expliquer tout ça, c'est très, très important. Ouais. Oui, pour conscientiser chaque chose. Ouais. Ouais, pour pas qu'il y ait des manques, en fait. Oui, c'est ça. Le moindre petit dans blanc... petite histoire qu'on va se raconter. Bah ouais. Mais le moindre petit blanc, c'est perturbant. Bah, en tout cas, grand merci, parce que je trouve que ça nous éclaire bien sur ce métier. Je pense que les gens comprendront qu'on peut vraiment faire ce métier un peu autrement, peut-être que certaines enseignes. Donc évidemment, il y a même des grandes enseignes qui le font très très bien, hein. Mais il y a de tout. Donc en fait, peut-être que le conseil, c'est vraiment prendre le temps. Idéalement, si vous pouvez préparer ce temps-là, le plus en amont possible, ça ne fait pas mourir. Et puis, faites le bon choix d'entreprise de pompes funèbres pour vivre avec vous ce temps-là le mieux possible, quoi. C'est un moment tellement important dans une vie que je pense il faut vraiment pouvoir le préparer avec des gens de confiance. Un moment comme quand on prépare un mariage ou quand on prépare, il faut le faire avec quelqu'un avec qui on a eu un feeling. C'est très important. Merci Florine. De rien. À bientôt. À bientôt.